Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci de venir m'écouter. C'est un grand honneur et aussi une grande responsabilité de passer après la présidente. J'espère que vous apprendrez autant avec moi qu'avec elle. Je m'excuse aussi pour mon accoutrement parce que je viens d'un pays où il fait 30 degrés. Et là, c'est vraiment pas facile pour moi. Donc, désolé si je garde mon manteau et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous de la thématique bibliothèque, lieu d'apprentissage alternatif à destination des publics fragiles. On sait que les bibliothèques sont un outil important de partage de savoir et d'accès à la culture. Elles forment un binôme gagnant-gagnant avec l'école classique pour favoriser l'éducation, l'alphabétisation, également la formation. Malheureusement, il existe encore des personnes qui n'ont pas accès à ces bibliothèques-là à cause d'une condition qui fait qu'on les appelle publics fragiles. Mais ces lieux sont indéniablement une source d'apprentissage alternatif qu'il faut promouvoir. Dans mon intervention, je vais vous présenter ce que j'entends par public fragile, parce que peut-être que la définition que vous avez ici et celle que j'ai de mon pays n'est pas forcément la même. Et je vais vous présenter aussi diverses initiatives d'un nouveau genre qui sont lancées par des personnes, pas forcément des professionnels, tout comme moi. Je ne suis pas professionnel de la bibliothèque, mais passionné par le livre et par l'éducation. Et ces initiatives-là, elles peuvent être en cours d'implémentation ou totalement achevées. D'abord, on va commencer par la définition de public fragile. Alors moi, j'appelle public fragile des personnes qui sont en état de handicap, qui leur interdit ou leur réduit l'accès au savoir livresque. Ce handicap, il peut être bien entendu physique, mais il peut aussi être académique, scolaire ou géographique, territorial. Je vais préciser toutes ces choses. Le handicap géographique. Par handicap géographique, j'entends les populations qui sont en zone rurale, quelquefois enclavées, et bien souvent oubliées par les politiques de développement. Parce que dans nos pays, on remarque que ce sont les capitales vers lesquelles on axe la plupart des actions en faveur du développement. Donc ces personnes qui sont dans ces zones reculées-là n'ont pas accès à certains services minimums, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du transport, et bien entendu aussi l'accès au savoir ou à l'information. Le taux d'analphabétisme également dans ces zones-là n'est pas fait pour arranger les choses, et c'est ce que j'ai appelé handicap scolaire ou académique. En France, j'ai fait des petites recherches, j'ai vu qu'il y avait 1% d'analphabètes. Je me suis trompée ou pas? C'est ça? 1%. En Côte d'Ivoire, on a 43,8% d'analphabètes. C'est un taux qui est très important. C'était en octobre 2017 que ces chiffres ont été fournis. Donc, quand on fait un rapport à la population totale de la Côte d'Ivoire, on se retrouve avec plus de 10 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. C'est très grave. Ça rend facile la manipulation, par exemple. Et ça rend difficile aussi la transmission de certains messages, la sensibilisation sur certains sujets importants. Et quand on parle de 10 millions de personnes, on ne tient pas compte des personnes illettrées, c'est-à-dire celles qui ont eu un apprentissage basique de la lecture, mais qui n'ont pas une autonomie suffisante pour pouvoir décrypter les textes qu'elles vont lire, par exemple. On passe maintenant au handicap physique. Alors, le handicap physique, il y a bien entendu le handicap visuel qui empêche de pouvoir lire le livre dans sa forme classique qui est écrite. Mais ça peut être aussi des handicaps liés à la motricité, à la mobilité. Donc, les personnes n'ont pas la capacité de se déplacer pour aller dans les lieux où elles ont accès à l'information livresque. En Côte d'Ivoire, en 2012, on dénombrait 200 000 handicapés visuels, dont seulement 0,8% étaient alphabétisés. 1600 personnes. Et il faut savoir aussi que la plupart des handicapés visuels qui sont alphabétisés, en fait, sont des personnes qui ont suivi un cursus académique normal et qui ont été frappées par la cécité en plein milieu de leur parcours. Donc, leurs capacités n'ont pas été acquises, en fait, pendant qu'elles étaient frappées par cette maladie-là. Dans plusieurs pays africains et en zone rurale en particulier, la personne qui est atteinte d'un handicap est vue comme une personne maudite, entre griffes. Donc le porteur du handicap est isolé. Il est un peu condamné à une situation de non-apprentissage.
Et je vous cite un peu ce que M. Kourewele Victorien, directeur de la promotion des personnes handicapées, disait en 2011. Lui-même, il est handicapé de la vue. Il disait que 80% des malvoyants n'ont pas de pièce d'identité parce qu'ils n'ont pas pu participer à l'enrôlement, n'ayant personne pour les aider à se déplacer. Pour vous dire un peu, pour vous planter un peu le décor en fait. Et il faut aussi préciser que même quand ces personnes handicapées arrivent quand même à s'intégrer dans la société, il y a le problème de moyens qui fait que le problème de moyens et de disponibilité des infrastructures adaptées à leur prise en charge qui fait que ces personnes n'ont pas forcément l'éducation qu'il faut. Alors, comment est-ce que les nouvelles bibliothèques peuvent favoriser l'apprentissage des publics fragiles? Le rôle des bibliothèques dans l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation n'est plus à démontrer. Mais toutefois, il y a un faible taux de bibliothèques en Côte d'Ivoire et un faible taux de fréquentation de ces établissements-là. Alors, les nouvelles bibliothèques dont je vais vous parler ici permettent en fait d'avoir une nouvelle perception de la bibliothèque. Ce n'est plus un cadre élitiste, un cadre formel qui est destiné aux personnes éduquées et instruites. La bibliothèque vient s'intégrer au quotidien de la population, ce qui induit une meilleure réponse aux besoins. La bibliothèque va plus loin en migrant carrément hors les murs, donc on est en dehors des édifices, et cela permet une meilleure appropriation des riverains en fait des services offerts par la bibliothèque. Et les nouveaux bibliothécaires dont je vais parler ici sont des personnes qui sont passionnées par le livre, par l'éducation, qui n'ont pas forcément suivi de formation pour être bibliothécaires, mais qui ont envie d'impulser un changement véritable dans leur communauté. Le premier centre dont je vais vous parler, c'est le centre Eulis. Alors, à Abidjan, il y a très peu d'établissements scolaires, enfin, je dis à Abidjan, mais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a très peu d'établissements scolaires qui sont dotés de bibliothèques. Et donc, c'est en face d'un de ces établissements, vraiment juste en face, que Mireille Silué, 23 ans, avec un master en entrepreneuriat social, a décidé de créer le premier centre Eulis. C'était en avril 2017. Alors, le centre Eulis, c'est une entreprise sociale travaillant à promouvoir la lecture chez les jeunes Ivoiriens. Il a pour objectif de leur faire découvrir le monde à travers des espaces de lecture et des activités éducatives et ludiques. C'est un établissement qui a été créé sur fonds propres, environ 3 000 € d'investissement de la part de cette jeune fille, comme je le dis, qui a 23 ans cette année. Et c'est un centre qui est placé dans une commune assez populaire de la Côte d'Ivoire. Quand je dis populaire, c'est en termes du nombre de personnes qui y habitent. Et c'est une commune qui est plus connue pour son caractère festif que pour sa tendance à vouloir promouvoir l'éducation. Donc, si on devait placer une bibliothèque quelque part, ce n'est pas forcément à cet endroit-là qu'on aurait pensé. Elle dispose aujourd'hui de 500 ouvrages avec un abonnement qui est assez dérisoire, donc moins de 0,2 € de l'heure, moins de 2 € le mois ou 16 € par an pour pouvoir emprunter les ouvrages. Donc là, c'est une image du centre Eulis. C'est vraiment exigu, 20 places assises. Et comme je le disais, la plupart des personnes qui fréquentent le centre sont les élèves qui sont justement dans l'école en face du centre et toutes les écoles environnantes aussi. Alors, l'innovation en ce qui concerne ce qu'elle fait en Côte d'Ivoire, c'est de sortir du cadre de la bibliothèque pour rejoindre la cible à domicile. Donc, elle a fait tout simple. Elle a pris une valise dans laquelle elle met des livres et elle sillonne le quartier. Lorsqu'elle rencontre des enfants, elle installe là une bibliothèque éphémère, elle leur fait des cours de lecture et elle ne s'adresse pas seulement qu'aux enfants. Elle trouve parfois des personnes qui sont en train de vendre de la nourriture. Elle s'approche d'elles. Est-ce que vous savez lire? Est-ce que vous êtes intéressé? Et ça, c'est vraiment une démarche assez innovante pour notre pays, où d'habitude, le bibliothécaire, il reste entre ces quatre murs et c'est la personne qui est intéressée par les services qui sont rendus en bibliothèque qui se dirige vers l'édifice. Ça, c'est une capture de la page Facebook de la promotrice. J'ai tenu à vous présenter cela parce que les réseaux sociaux ont on va dire, un rôle assez déterminant dans la promotion de ce centre. Voilà. Donc c'est grâce aux réseaux sociaux qu'elle a pu mobiliser de l'argent pour pouvoir équiper le centre. Elle a pu avoir des dons en ordinateur, en tablette. Et donc elle met un point d'honneur
à pouvoir relayer les différentes activités qu'elle fait dans le centre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que Facebook, il y a également Instagram, Snapchat où elle fait certaines choses. Et ici, par exemple, elle parle de cette vieille dame-là qui ne sait pas lire, mais qui a sa petite fille qui est venue quand même lui lire quelques mots. Et ce sont des choses qui touchent le public et qui encouragent les personnes à réagir. Donc le nouveau bibliothécaire, on va dire ici, n'est pas forcément enfermé entre ces quatre murs, mais il va vers le public et il utilise les réseaux sociaux aussi pour pouvoir communiquer. La deuxième initiative dont je vais vous parler, c'est l'initiative Opération Femmes et Lecture, cette fois faite par des professionnels. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a initié cette Opération Femmes et Lecture qui vise un peu à se démultiplier en installant des mini-bibliothèques dans les salons de coiffure. En moyenne, les femmes de chez nous font entre 2 heures et 3 heures minimum au salon de coiffure. Oui. Donc, pendant le temps d'attente, c'est un moyen de s'évader aussi, en fait, de quitter un peu les obligations familiales et on reste là entre femmes à papoter. C'est pas que pour se coiffer qu'on y va. Alors, c'est une initiative qui a été lancée en 2012, mais aujourd'hui, en janvier 2017, ils avaient 23 bibliothèques dans ces salons de coiffure-là. Mais qu'est-ce qu'on entend par bibliothèque ici? En fait, c'est juste un présentoir qui peut comporter 50 livres. Et il y a un roulement qui est fait pour changer un peu les livres. Ils ont un fonds de roulement de 1750 ouvrages. Et ce sont des livres qui sont aussi adaptés tant aux femmes qu'aux enfants, parce qu'elles vont se coiffer justement avec les enfants. Mais quel est le but de cette technique-là? Mettre des ouvrages dans les salons de coiffure. Il y a encore une tendance assez rétrograde qui persiste quand même dans notre pays, qui est la suivante. Si on doit mettre à l'école une fille ou un homme, et que les moyens ne sont pas suffisants, qu'on doit faire un choix, on préfère choisir l'homme. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes qui sont alphabétisées. Et aussi, lorsque la fille est en âge de se marier, parfois, on peut lui faire arrêter les études pour qu'elle puisse intégrer le foyer. Et pas évident après, avec les contraintes professionnelles, avec les contraintes familiales, qu'elle puisse poursuivre son éducation. Venir donc intégrer une bibliothèque au sein de cet espace que les femmes côtoient régulièrement, c'est au moins une fois toutes les 2 semaines que les femmes vont au salon de coiffure. Donc, c'est lutter contre l'illettrisme chez les femmes et en même temps susciter l'amour de la lecture chez elles et aussi impacter les enfants, parce qu'on a encore cette vision de la femme qui est la principale la principale source de transmission de l'éducation à l'enfant. Donc le père, il n'est pas encore forcément très impliqué dans la transmission de l'éducation, mais on considère que si l'éducation d'un enfant est réussie, c'est du fait de la mère qui a assuré un encadrement adéquat. Donc venir impacter la mère, c'est en même temps impacter tous les enfants. Donc ça, c'est une image d'un des centres, des salons de coiffure qui a reçu le présentoir. Le présentoir, il est présenté de cette façon-là. On voit un peu les postiches, les mèches pour cheveux, les produits de beauté et tout. Donc c'est assez simple en tout cas à mettre en œuvre. Et surtout, l'initiative a pensé à toucher l'intérieur du pays, ce qui est assez important vu que la plupart des initiatives sont concentrées sur la capitale Abidjan. Alors, la troisième initiative, c'est le Romandrome. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du français qu'on appelle le français ivoirien, drome, en fait, c'est un suffixe qui permet de désigner un endroit où on consomme quelque chose. Qui a déjà entendu parler du garba? Personne ou là, mais pourtant c'est le plat favori en Côte d'Ivoire. Si je savais, j'avais envoyé un petit peu de garba pour que vous puissiez goûter. Donc, le garbadrome, c'est le lieu où on consomme le garba. La locodrome, c'est le lieu où on consomme la loco. Et le romandrome, c'est le lieu où on consomme le roman. Voilà. Donc, il s'est inspiré un peu de ce français, de ce lexique ivoirien, pour baptiser son endroit le Romandrome. C'est un lieu qui est installé aussi dans une commune populaire qui s'appelle Trècheville. Alors, comment est-ce que Sidney Carraspe, le propriétaire de cet endroit, a eu l'idée? En 1999, la Côte d'Ivoire est secouée par un coup d'État militaire. Et il remarque que la population a tendance à se renfermer sur elle-même. Les gens ne sortent plus. Pour aller à l'école, ils ont quelques hésitations. Alors, il pense à un endroit où les gens pourront s'évader par le biais du livre. Et finalement, c'est en 2003 qu'il fonde le Romandrome. Au Romandrome, il n'y a pas d'abonnement.
Vous venez avec un livre en gage, vous faites la photocopie de votre pièce d'identité et vous donnez la somme de 100 francs CFA qu'on peut calculer en disant 0,15 € environ. Et vous avez la possibilité d'emporter le livre pendant 7 jours. Le Romandrome a quelques difficultés parce que l'endroit est rapidement devenu exigu. Donc c'est 40 mètres carrés avec un espace de stockage, un espace aussi où il peut recevoir les enfants pour des activités. Et ils ont de gros problèmes d'étanchéité également. Pendant la saison des pluies, c'est difficile de pouvoir y avoir accès. Et quelques soucis aussi au niveau des droits de propriété même de l'espace. Parce que ce qu'il a fait, c'est d'utiliser une partie de la maison de sa famille pour transformer cette partie-là en bibliothèque. Et il a aussi utilisé un peu du parking qui est en fait un endroit qui appartient à la municipalité. Donc il a eu à faire des plaidoyers auprès de la municipalité pour pouvoir avoir la propriété sur cet endroit, mais ça n'a jamais été le cas. Donc du jour au lendemain, on pourrait venir détruire cette partie du Romandrome, par exemple. Et je tiens à préciser que M. Sidney Karams a été atteint de poliomyélite à l'âge de 1 an. Et donc lui-même, en état de handicap, il arrive à utiliser cet espace-là pour pouvoir faire la promotion aussi des droits des handicapés. Voilà un peu comment ça se présente. Vous voyez que c'est assez simpliste. Voilà, il n'y a même pas de peinture et tout. Mais il arrive en tout cas à impacter un nombre assez important de personnes. Et ici, c'est le parking dont je parlais qui appartient à la municipalité. L'initiative suivante, c'est une initiative que j'aime beaucoup. Il y a 2 ans à peine que j'ai découvert que ça existait, la Grainothèque. Alors, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les populations rurales qui y vivent sont pour la plupart des populations qui vivent de l'agriculture et qui ne sont pas forcément alphabétisées comme on l'entend. Alors, M. Daniel Oulaï a décidé d'initier une bibliothèque communautaire qui propose des services innovants pour réinventer l'agriculture. C'est une bibliothèque paysanne pour renforcer les capacités des populations rurales et réinventer l'agriculture paysanne, préserver la biodiversité qui est en train de se perdre en fait au profit d'une agriculture un peu trop commerciale. Donc les paysans achètent des semences qu'ils vont planter, mais ils ne peuvent pas réutiliser une partie de ces semences pour ensemencer à nouveau leur champ, alors que traditionnellement c'est ce qui se fait. Quand tu plantes par exemple, je ne sais pas moi, du manioc, est-ce qu'il y a des planteurs ici? Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Quand tu plantes par exemple du manioc, lorsque la plante va germer, c'est une partie de cette plante que tu vas remettre en terre encore lors de la prochaine récolte. Mais actuellement, ce qui se fait sur le marché, c'est que les semences qui sont données ne peuvent pas être réutilisées. Donc le planteur est dans une certaine dépendance vis-à-vis de son fournisseur. Il est toujours obligé de racheter des semences. Et c'est contre cela que la Grainothèque veut lutter. La Grainothèque produit, fait du troc, prête et vend des semences saines avec la documentation qui va avec. Elle accompagne les agriculteurs pour leur permettre de faire une agriculture certes moderne tout en respectant les critères traditionnels de production. Et la Grainothèque, tout comme l'opération Femmes et Lecture de la Bibliothèque nationale qui permettait une démultiplication de cet édifice-là, la Grainothèque se délocalise aussi dans des bibliothèques en intégrant un rayon semences. Donc c'est tout simple en déposant juste des sachets avec la documentation qu'il faut pour permettre aux paysans de venir reproduire les productions chez eux. Aujourd'hui, ce que la Grainothèque est en train de faire, c'est de développer une outil-tech. Donc acheter des outils pour les travaux champêtres qui sont mis à disposition de la population. Et tout comme les gens viennent emprunter des livres et rentrer chez eux, ces paysans peuvent venir emprunter des outils, aller travailler dans les champs et venir redéposer ces outils après pour que quelqu'un d'autre puisse les utiliser. Donc cette Grainothèque-là me plaît particulièrement parce qu'elle s'intègre carrément dans le quotidien et la vie des populations. Elle ne vient rien déconstruire, mais au contraire, elle arrive à apporter une aide véritable et répondre à un besoin réel des populations. Alors, la bibliothèque Sonore Luko, qui est le projet que j'ai présenté pour Bibliothèque sans frontières, qu'est-ce que c'est? Au départ, on s'est rendu compte que les livres sonores étaient assez intéressants pour des publics qui avaient des challenges au niveau de la vue. Mais au vu de l'importance du nombre d'analphabètes dans nos pays, on a vu que ce sont aussi les livres sonores des outils d'apprentissage pour ces populations analphabètes qui ne peuvent pas lire, mais elles peuvent au moins écouter et comprendre le contenu des livres. Alors, la bibliothèque sonore, elle a plusieurs objectifs.
Il s'agissait déjà de mettre à disposition un fonds sonore accessible aux handicapés visuels et à toutes les personnes qui ne peuvent pas lire le livre dans son format classique écrit. Et elle permettrait aussi d'enrichir le contenu culturel des radios parce qu'il n'y a pas suffisamment d'émissions ou de plages réservées à la culture et bien évidemment à la littérature. Donc ces livres sonores-là pourraient être diffusés par le biais des radios de proximité qui ont un très bon taux de pénétration en Côte d'Ivoire par rapport à Internet par exemple. Et on allait les diffuser en petites portions comme ça sur les ondes. Mais quand on a commencé à développer le projet de bibliothèque sonore, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir encore de plus grandes ambitions que juste mettre à disposition des livres sonores pour les handicapés visuels ou pour les analphabètes. Nos pays africains ont une riche tradition orale et il existe une catégorie de savoir, on va dire, qui est disponible de façon orale mais pas écrite. Donc il faut trouver un moyen de pouvoir sauvegarder aussi ce riche patrimoine culturel. Et plutôt que de venir transposer au niveau sonore quelque chose qui a déjà été écrit, on a vu qu'on pouvait utiliser la technologie qu'on allait mettre en place pour rendre les livres papier en livres sonores, pour capturer directement ce que les gens allaient dire en fait, ces contes, ces légendes, ces épopées qui étaient racontées soit dans les villages ou bien à certaines occasions, on pouvait les capturer directement en audio. Donc comme je dis ici, la sauvegarde du riche patrimoine culturel oral de la Côte d'Ivoire à travers l'enregistrement de contes d'épopées jamais transcrites à l'écrit. Donc ça allait être une exclusivité pour la bibliothèque. Et on a vu encore plus grand, l'alphabétisation de masse par le biais des livres sonores. Il y a une dizaine ou une vingtaine d'années en Côte d'Ivoire, il y avait ce qu'on appelait l'alphabétisation par le biais de la télé. Donc on mettait les enfants à l'école devant une télévision et puis il y avait un maître qui disait des choses et tout. Et ça n'a pas prospéré. Mais aujourd'hui, avec les livres sonores, on peut concevoir en partenariat avec l'Éducation nationale un livre qui servira de support en fait à l'alphabétisation. Comme je disais tout à l'heure, le taux de pénétration de la radio est très important. Même dans les villages les plus reculés, on arrive à avoir accès aux ondes de radio. Donc, et aussi, ceux qui ne savent pas lire en général savent compter parce qu'ils ont dû s'intégrer rapidement dans le milieu professionnel, trouver une activité génératrice de revenus et savoir compter l'argent, c'est très important. Donc, ce qu'on propose ici, c'est de pouvoir faire un manuel en collaboration, comme je disais, avec l'Éducation nationale. Et à une certaine heure, en partenariat avec les radios, il y a un programme d'alphabétisation qui est diffusé. Donc on peut dire au paysan même qui est en train de travailler dans son champ, à un moment donné, il sait qu'à 17h ou à 18h, il y a le programme d'alphabétisation qui va passer. On peut dire aujourd'hui, c'est la page numéro 2, il peut compter 1 et 2, trouver cette page, c'est la ligne numéro 3. Le premier signe que vous voyez, c'est le B, le second signe, c'est le A. Et lorsque vous collez le B et le A, ça vous fait un bas, par exemple. Donc, il y a un fort potentiel au niveau de ces livres sonores-là pour l'éducation de masse et l'autonomisation même des apprenants. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'à un certain âge, aller à l'école, c'est un peu mal vu dans nos sociétés. Donc, ça leur permettrait de pouvoir apprendre à leur rythme tout doucement de là où ils sont. Alors, pour les livres sonores, les partenariats potentiels au début, c'était l'Institut des aveugles de Côte d'Ivoire, l'Association des éditeurs, l'Association des écrivains et également les radios de proximité. Lorsque nous faisions nos différentes démarches auprès de ces publics-là, on a remarqué certaines réticences. Par exemple, des éditeurs qui n'étaient pas prêts à céder les droits sur les ouvrages de leurs écrivains, alors que la bibliothèque, au départ, ce n'était pas quelque chose pour gagner de l'argent. Mais eux, ils n'ont pas compris le concept. Donc, si c'est pour vendre, peut-être, mais quel est le public même qui sera intéressé par ces livres sonores? Les handicapés visuels n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir s'en procurer. Les écrivains aussi, ils étaient un peu réticents plutôt à cette initiative parce qu'il y a beaucoup de copies interdites qui se font et ils se sont dit que le livre sonore allait en fait développer cette reproduction illicite là des ouvrages. Les radios de proximité, par contre, étaient enchantées par cette idée, mais n'étaient pas prêtes à débourser de l'argent pour pouvoir diffuser les ouvrages sonores sur leur zone. Alors, il a fallu venir avec une nouvelle démarche. On s'est rendu compte qu'il y avait 3 types de publics qu'on voulait viser. Il y a les handicapés visuels, à qui on ne veut pas vendre des livres, mais on veut mettre des livres à leur disposition pour qu'ils puissent enrichir leur intellect, mais ils n'ont pas forcément suffisamment d'argent.
il y a les analphabètes qui ont peut-être de l'argent, mais qui ne savent pas que c'est forcément utile pour eux, le contenu des livres. Et il y a ceux qui sont alphabétisés, qui sont allés à l'école, qui ont des moyens et qui peuvent acheter des livres sonores, mais qui ne verront pas forcément l'utilité. Alors, d'abord, ce qu'on a fait, c'était de formaliser nos activités. Donc, en août 2016, j'ai créé une agence pour pouvoir faire le projet. Et puis, commencer avec les enfants. Ah, malheureusement, j'ai laissé mon ouvrage là-bas, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Donc, commencer avec les enfants. Il est important que je l'ai, donc je vais aller le chercher. Alors, même les gens qui n'aiment pas lire en Côte d'Ivoire savent que leurs enfants doivent aimer la lecture. Donc, quand tu fais un livre pour adultes qui ne marche pas, fais un livre pour enfants, tu verras. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ce livre de coloriage qui permet aux enfants de colorier des tenues traditionnelles de chez nous. Et c'est un livre qui a fait un carton. Et les parents ont dit, mais ce serait bien intéressant d'avoir des contes qui sont liés à ces différentes cultures-là. Je vous montre quelques feuilles. Aujourd'hui, en Afrique, il y a cette prise de conscience qu'il faut valoriser nos cultures propres et tout. Donc, ça marche vraiment bien. Et on s'est dit, on va créer des histoires, écrire des histoires inédites qui ne seront pas en format papier forcément, mais qui seront destinées à être vendues en compilation avec cet ouvrage, par exemple. Donc, celui qui vient acheter ça, de manière insidieuse, il contribue à offrir un livre gratuit à un handicapé visuel, même si on ne le lui dit pas forcément. Et comment faire pour pouvoir transcrire les textes papier en format audio? On avait demandé des devis et pour une histoire, on avait environ 300 € à dépenser. Donc si on voulait avoir toute une bibliothèque, ça n'allait pas être évident côté investissement du début. Alors on s'est dit, puisque les radios sont prêtes à diffuser nos histoires, on va utiliser ce biais. Donc passer dans les radios, diffuser l'histoire et récupérer l'enregistrement avec la radio, ce qui nous permet d'avoir notre livre audio sans rien débourser. Et on pourra constituer notre fonds sonore au fur et à mesure avec l'argent qui sera généré par les compilations, par exemple, qui seront faites avec le livre, pouvoir acquérir notre propre matériel pour au fur et à mesure ne plus forcément être dépendant également des radios. Alors, je vais conclure ici. L'éducation ivoirienne est, comme celle de plusieurs pays africains, est minée par des décennies de crises politiques, de conflits armés. Elle est en pleine reconstruction et elle n'arrive pas à forcément tenir compte des besoins spécifiques des publics fragiles, puisqu'elle cherche encore ses marques même pour pouvoir aider la majorité de la population. Alors, ce sont des initiatives privées ou publiques, mais innovantes, qui permettront pleinement aux personnes en marge du système d'éducation traditionnelle de pouvoir bénéficier d'un apprentissage alternatif et de s'intégrer pleinement dans une société à laquelle ces personnes ont elles aussi beaucoup à offrir si la chance leur est donnée de faire éclore leur potentiel. Mais je tenais, pour conclure, à insister sur quelque chose, c'est que malheureusement, bon nombre des initiateurs de ces projets ne tiennent pas compte de l'autofinancement. Comment financer de manière pérenne ces projets-là? Et ça fait que ce sont des initiatives qui peuvent mourir au bout de 2 ou 3 années. Les abonnements sont gratuits ou dérisoires, les subventions sont inexistantes ou rares, et les survies des bibliothèques sont en danger. Alors, c'est là un aspect important sur lequel il convient, par exemple, de faire des formations à destination des populations du Sud. Et c'est ce que Bibliothèques sans frontières a fait avec moi et une vingtaine d'autres jeunes leaders en nous accordant une formation sur 18 mois, même si nous n'étions pas forcément tous des professionnels de la bibliothèque. Donc ça, c'est un appel à l'IFLA et à toutes les organisations qui peuvent nous former sur comment s'autofinancer et puis assurer la pérennité de nos bibliothèques. Je vous remercie.